je me suis lancé dans un dépassement alors que j'approchais d'une intersection. Rien ne m'interdit de dépasser à partir du moment où je circule sur l'axe prioritaire. Mais cela ne doit pas m'empêcher de prendre des précautions. Il est vrai que je dispose d'une excellente visibilité devant moi pour dépasser, tandis que l'intersection est masquée par la végétation. C'est donc tardivement que j'ai vu arriver cette voiture. À ce stade du dépassement, il est utile de klaxonner et de lâcher l'accélérateur pour poser le pied sur le frein. Et puisque son clignotant indique que ce conducteur veut tourner sur sa droite, il est utile de freiner. En effet, si ce conducteur a contrôlé sur sa gauche que personne ne venait vers lui, mais n'a pas pris la peine de regarder sur sa droite pour avancer, le choc risque d'être violent. Réponse A et C. Après ingestion, l'alcool est rapidement absorbé au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle. Si on est à jeun, le passage de l'alcool dans l'organisme est accéléré. Il est au contraire ralenti si l'alcool est pris au moment d'un repas. Et plus l'alcool est concentré, plus son transfert est rapide. Ainsi, à jeun, en une demi-heure environ, l'alcool s'est diffusé dans le sang. L'élimination de l'alcool se fait principalement par le foie, mais chaque individu n'a pas le même foie. Des mesures ont permis de constater que l'alcoolémie diminue de 0,10 g par litre par heure à 0,30 g par litre par heure selon les individus. Réponse A et D. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Le risque est que le conducteur est peut-être en train d'intervenir sur son véhicule. Mieux vaut donc s'en éloigner. Et ici c'est possible. La voie de gauche est libre, il n'y a personne sur le point de me dépasser. Autant ne pas prendre de risque. Réponse B. Toujours dans le même environnement, la conduite devient monotone. C'est particulièrement vrai en ligne droite ou sur autoroute. Cela entraîne une perception faible du danger chez le conducteur qui alors se relâche. Moins de vigilance, mais plus de somnolence qui peut être plus forte si le conducteur est déjà fatigué ou a une dette de sommeil. Quel est le remède le plus efficace pour lutter contre la somnolence? Sûrement pas d'accélérer, puisque cela produira l'effet inverse. En effet, circuler à vitesse soutenue demande un effort de concentration, donc plus de fatigue, ce qui accélérera l'état de somnolence. La solution la plus sûre est de s'arrêter et de faire une pause. Réponse A et D. Je suis suivi par une voiture qui m'éblouit dans le rétroviseur avec ses feux de route. Devant moi, un automobiliste gêné lui aussi par les feux de route du même véhicule fait un appel de phare. J'ai compris sa gêne. Il n'est pas resté en feu de route, je n'ai aucune raison de manifester un mécontentement. En revanche, je peux aider le conducteur qui me suit à comprendre son étourderie en faisant clignoter mes feux stop. Et si l'éblouissement me gêne, je peux mettre le rétroviseur en position nuit. Réponse B et C. Connaître la longueur des traits ne présente pas d'intérêt particulier. Le plus important est de reconnaître le type de marquage, car il conditionne la possibilité ou non de s'arrêter, de dépasser, etc. Ici, on a deux marquages différents. À droite et à gauche, des lignes de rive avec des pointillés rapprochés délimitent les accotements. Au centre, une ligne avec des pointillés espacés sépare les deux sens de circulation. Le seul intérêt à connaître la longueur des traits est de pouvoir évaluer une distance de sécurité. La ligne axiale comporte des traits de 3 mètres et des intervalles de 10 mètres. Ainsi, selon la vitesse à laquelle je circule, je peux estimer le nombre de traits et d'intervalles à laisser avec le véhicule qui me précède. Réponse C. La conduite exige une concentration permanente pour traiter et interpréter un grand nombre d'informations. Écouter la radio, discuter avec un passager, consulter une carte routière, un GPS ou encore téléphoner au volant sont autant d'exemples d'actions qui peuvent altérer la concentration du conducteur en détournant son attention de la circulation. En une seconde, à 50 km/h, un véhicule parcourt 15 mètres. Sur ces 15 mètres,
n'importe quel événement imprévu peut se produire, alors que je ne serai pas prêt à réagir. Au volant, une seule seconde de distraction peut avoir des conséquences dramatiques. Réponse A. Sur la bande d'arrêt d'urgence, un véhicule de travaux est stationné et des hommes de chantier sont en train de travailler. La circulation est fluide, la visibilité est bonne, les véhicules devant et derrière moi s'écartent du danger pour protéger ces hommes. Si j'allumais ici les feux de détresse, j'annoncerais aux autres usagers un fort ralentissement et je générerais des incompréhensions avec la situation actuelle. La prudence ici est de s'écarter de ce véhicule et de ralentir. Ralentir ne signifie pas pour autant de freiner fortement. Je prends donc toutes les précautions pour protéger ces hommes et je n'allume pas les feux de détresse. Réponse B. Il est compliqué de comprendre l'intention de ce conducteur. Son clignotant n'est pas allumé. Ne sachant pas ce qu'il souhaite faire, je ne me rapproche pas de lui, mais au contraire, je garde de bonnes distances de sécurité. Se rapprocher d'un véhicule pour presser le conducteur à faire son choix n'est pas une bonne solution. Je risque de le stresser, de l'agacer, de le surprendre et ainsi de susciter chez lui une réaction peu prudente. Je dois dans cette situation faire preuve de patience. Réponse B. La distance de freinage est proportionnelle à l'adhérence et au poids du véhicule. Elle varie donc en fonction de l'état des pneus qui influe sur l'adhérence et du chargement du véhicule qui fait varier son poids. Si le poids augmente de 20% pour une même vitesse, la distance de freinage augmente aussi de 20%. Mais cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Si j'augmente ma vitesse de 20%, ma distance de freinage sera plus longue de 40%. C'est bien la vitesse qui influence le plus la distance de freinage. Réponse D.